Ces nouvelles recommandations sur la fibrillation atriale n'avaient pas toutes ces données sur la cryo. Et pourtant, Walid, on est d'accord que la cryo, enfin en termes d'ablation, il y a eu quand même des changements entre 2016 et 2020. Quels ont été les changements que toi tu as identifiés comme étant, en disant ah oui, là ça a changé, en 4-5 ans ça a vraiment changé? Les changements dans les recommandations que je note, c'est le premier changement, c'est pas tout à fait le thème du jour, mais ce sera l'insuffisance cardiaque. Je vais y revenir dans un tout petit instant, parce que je vois la slide sur la first line therapy. Concernant la FA hors insuffisance cardiaque, c'est une continuité, puisqu'on n'avait pas d'ailleurs ces essais. Donc il y a, bien sûr, on garde l'indication de classe 1 en cas de récidive sous un traitement antiarythmique symptomatique, c'est-à-dire qu'il faut que le patient soit symptomatique. On n'est pas encore à traiter en ablation des patients asymptomatiques. Dans l'ablation en première intention, sur la FA paroxystique symptomatique, on est en classe 2A, mais on n'avait pas ces essais. Donc je pense que c'est vrai qu'on se dit on les aurait eu. C'est vous qui êtes professeur, qui allez me dire si ça donnerait une classe 1 avec 2-3 essais randomisés, ça le mériterait. Et puis l'insuffisance cardiaque, et là on ne parle même pas de symptômes, on parle du remodelage, il y a l'insuffisance cardiaque, c'est tiré de l'étude de Castel AF et toutes les autres études qui ont suivi. Tu veux dire que c'est la première fois que dans les recommandations sur la fibrillation atriale, on présentait l'ablation comme un outil qui allait au-delà du contrôle des symptômes, mais qui pouvait améliorer la morbimortalité. Oui, et puis je trouve que même la perception des médecins, juste derrière les recommandations, moi j'ai trouvé que dans la pratique, dans notre service de cardiologie, dans les USIC, les gens, ça a tilté. C'est-à-dire FA insuffisance cardiaque, alors il ne faut pas ablater tous les insuffisants cardiaques en FA, mais la réflexion est là. La réflexion est là et on est d'accord que le point clé, c'est de savoir en quelle mesure la FA est un acteur principal dans la genèse de l'insuffisance cardiaque quand même. Et d'ailleurs, on est parfois amené, pour mieux évaluer, faire une cardioversion, Cordarone cardioversion, et on voit un petit peu comment évolue l'insuffisance cardiaque systolique avant de me décider pour une stratégie d'ablation. C'est l'œuf et la poule, quoi. Voilà, c'est ça. On a de l'AFA, on a de l'insuffisance cardiaque. L'insuffisance cardiaque, c'est pas toujours évident à traiter, l'AFA non plus, parce qu'on discute de ça, mais on sait qu'on a cet outil-là et que ça a quand même fait ses preuves. Donc sur le terrain de l'insuffisance cardiaque, l'ablation a une place quand même claire et nette. Donc il y a eu, comme a dit Walid, une ouverture en première intention, mais on va revoir que première intention, c'est pas forcément premier épisode. Une ouverture. Deuxièmement, il y a eu pour la première fois la notion de morbimortalité chez les patients qui ont une dysfonction VG. Voilà. Et je trouvais le troisième point que j'avais identifié, c'était qu'ils ont vachement remis l'ablation sur les veines pulmonaires. Par exemple, l'objectif et la pierre angulaire d'une stratégie d'ablation, c'est quand même correctement isoler les veines pulmonaires, plus ou moins largement, on va dire, mais indirectement, ils ont donné quand même, je trouve, de l'eau au moulin de la cryoablation. Et d'ailleurs, on présentait l'outil cryoablation comme étant équivalent à la radiofréquence. C'était nouveau, c'était pas du tout mis dans les recos de 2016. Ça a l'avantage de mettre un message clair. Et je pense que oui, en termes de recherche, on veut vouloir faire mieux que simplement isoler les veines pulmonaires, mais que pour la routine et dans les recommandations, c'est l'isolation des veines pulmonaires, c'est le traitement de référence en attendant d'avoir mieux. Après, en termes de reproductibilité de procédure, c'est le seul truc qu'on peut faire de manière égale d'un médecin à l'autre et donc qui peut s'intégrer dans des essais multicentriques randomisés. Parce que toutes les autres études qu'on portait sur d'autres stratégies d'ablation, finalement, c'était beaucoup de monocentriques où c'était avec cette fameuse phrase « à la discrétion de l'opérateur » et c'est difficile à reproduire pour des stratégies plus globales. Et peut-être finalement, ce qui joue en faveur de la cryoablation, c'est le fait d'avoir cette simplicité entre guillemets de procédure et que la courbe d'apprentissage est plus rapide de se former à faire l'isolation des veines pulmonaires avec le ballon que d'apprendre à faire manipuler des cathéters et isoler les veines pulmonaires avec la radiofréquence où il y a un peu plus de technicité et finalement pour une technique qui est censée être répartie sur le territoire national,
avec une safety importante, ça a ces avantages-là. C'est vrai que si on dit qu'on a 1 million de patients qui font de la fibrillation atriale en France, alors bien sûr si on enlève les très vieux, si on enlève les asymptomatiques sans dysfonction VG, ok, il en reste un certain nombre, et qu'on peut se dire que c'est bien d'avoir une procédure, qu'elle soit par cryo ou par radiofréquence, extrêmement précise, chiadée, enfin vraiment complète, mais en même temps on veut soigner, on va dire, au moins 500 000 patients qui font de la fibrillation atriale. Donc quelque part, il va falloir avoir des médecins qui puissent traiter ces patients correctement, sans atteindre forcément un niveau d'expertise hyper élevé, puisqu'on a vu que la technique est relativement simple, hein, il faut dire ce qui est, hein, simple et rapide. Donc mais à l'échelle d'un patient, toi, fibrillation atriale, tu restes sur la cryo, ou certains patients, tu vas partir sur la radiofréquence ou... Alors ça, c'est très intéressant comme question, parce que je pense que c'est très dépendant d'une pratique à une autre, et peut-être qu'on n'aura pas tous la même pratique. Dans mon expérience et dans ma pratique, première intention, je vais avoir tendance à isoler les veines pulmonaires, et donc je préfère le faire en cryothérapie, et je vais faire une procédure qui va être beaucoup plus courte, beaucoup plus rapide, et finalement, le fait de rester moins longtemps dans l'oreillette gauche, je pense, m'expose globalement moins à des complications, de faire une procédure un peu plus longue, et puis, quitte à ce que si c'est une persistante, je fais une cardioversion. Et finalement, on a des patients qu'on reprend. Quand on reprend, on voit que l'isolation des veines pulmonaires est globalement bien faite, globalement. Bon, on a quelques données maintenant sur les FA persistantes, avec probablement la nécessité de raisonner entre FA persistante à oreillette gauche, un corps acceptable, et FA persistante vraiment évoluée. Tout à l'heure, mon collègue, qui veut poser cette question, il m'a dit, il faut poser la question de dire, qu'est-ce que vous faites dans la FA persistante? Est-ce que vous allez faire les veines pulmonaires et vous arrêtez là, ce qui est ma pratique à moi, ou est-ce que vous allez faire plus? Ça, c'est la question intéressante. La question. La fameuse question pour Jean-Sylvain. Jean-Sylvain, quel est les FA persistantes, oreillette gauche, on va dire plutôt sympathique, peu dilatée, tu vois, à peu près entre 35 et 40 ml par mètre carré. Quelle est ta stratégie d'ablation? Est-ce que... Alors, on n'a pas intégré aussi le fait que, je ne sais pas dans votre expérience, mais il y a quand même une différence en termes de douleur aussi. Hein. Enfin, je pense qu'on gère très bien sous anesthésie locale les procédures de cryoablation par rapport alors, c'est sûr que la procédure simplifie du fait de l'absence de douleur sa réalisation, et on peut faire ça sous simple sédation, voire sous anesthésie locale. En ce qui concerne le traitement des persistantes, il y a certes la taille de l'oreillette ou le volume même de l'oreillette qui est important, mais on ne peut pas se baser uniquement sur ça. Il faut aussi se baser sur l'ancienneté de la FA. Et il y a des FA qu'on trouve ou qu'on suppose être très anciennes. Et là, même si les oreillettes ne sont pas extrêmement dilatées, on sait que le tissu atrial est quasiment que de la fibrose, hein, et qu'on va avoir un très mauvais résultat. Donc c'est un mélange, et si la FA c'est une FA récente, par exemple une FA persistante de moins de 6 mois, avec une oreillette qui est à un volume acceptable, eh bien je pense que le traitement peut consister, c'est l'attitude que l'on a nous, en une cryoisolation des veines pulmonaires simple et isolée, avec cardioversion électrique si elle ne se réduit pas au moment de la FA, ce qui est quand même assez rare, mais ça arrive de temps en temps, sur ces FA qui sont assez persistantes, de moins de 6 mois. Au-delà d'un an, je donne mon joker, je ne sais pas ce qu'il faut faire vraiment, est-ce qu'il faut les récuser? On sait qu'on va avoir à les reprendre, et au moment de la reprise, c'est un deuxième problème qui va se poser. Qu'est-ce que l'on va faire au moment de cette reprise? Est-ce qu'on va faire des lignes? A priori, c'est plutôt la tendance, c'est en tout cas notre tendance. On sait qu'on va faire des lignes. Et là, le taux de complication est un peu plus élevé, la procédure est plus longue, on va faire une cartographie, on va faire une anesthésie générale. Donc, il faut bien réfléchir effectivement de ne pas emporter les patients vers trop d'interventionnels. Et donc, je rebondis. Donc, si on veut faire des FA
avoir de bons résultats, il faut faire les FA, même les persistantes, de façon extrêmement précoce. Je pense que ça sert à rien d'attendre, et c'est la même chose que pour les paroxes. Il